Tout ce que vous croyez vous souvenir de votre enfance est probablement faux. Pas déformé, pas approximatif, faux. Et le plus troublant, c'est que vous n'avez aucun moyen de le savoir. On pense que la mémoire fonctionne comme une caméra. On vit un événement, le cerveau l'enregistre, et quand on veut s'en souvenir, on appuie sur lecture. C'est simple, c'est logique, c'est rassurant. Et c'est complètement faux. La mémoire ne filme rien. Elle ne stocke pas d'images, pas de sons, pas de vidéos. Elle ne conserve même pas une copie fidèle de ce que vous avez vécu. En réalité, chaque fois que vous vous souvenez de quelque chose, votre cerveau reconstruit le souvenir de zéro. Il prend des fragments, des bribes, des morceaux éparpillés dans différentes régions du cerveau et il les assemble à la volée. Un peu comme un puzzle dont on aurait perdu la boîte avec l'image finale. Et quand des pièces manquent, le cerveau fait quelque chose d'extraordinaire et de terrifiant à la fois. Il invente les pièces manquantes. Il comble les trous avec des informations plausibles, des détails empruntés à d'autres souvenirs, des éléments suggérés par votre environnement. Et il fait ça si bien que vous ne voyez jamais la couture. Pour vous, le souvenir est intact, complet, authentique. Sauf qu'il ne l'est pas. Et ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une hypothèse marginale, c'est l'un des résultats les plus solides et les plus reproduits de toute la psychologie cognitive. On sait aujourd'hui que la mémoire humaine est fondamentalement reconstructive. Et cette découverte change absolument tout. Elle change la manière dont on devrait conduire un procès, la manière dont on interroge un témoin, la manière dont on traite un traumatisme. Elle remet en question quelque chose qu'on considère comme sacré, l'idée que nos souvenirs nous appartiennent et qu'ils sont vrais. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter dans les années 1970, à l'université de Washington, dans le bureau d'une jeune chercheuse en psychologie cognitive du nom d'Elizabeth Loftus. Loftus a 29 ans. Elle vient de terminer son doctorat à Stanford et elle s'intéresse à quelque chose que personne ne prend vraiment au sérieux à l'époque, la fiabilité des témoignages oculaires. Parce qu'à l'époque, le témoignage d'un témoin, c'est la preuve reine dans un tribunal. Si quelqu'un dit « je l'ai vu, c'était lui », c'est quasiment une condamnation garantie. Les juges font confiance aux témoins, les jurés font confiance aux témoins, et personne ne se demande si les témoins, eux, peuvent faire confiance à leur propre mémoire. Loftus, elle, se pose la question, et elle décide de la tester. Elle conçoit une expérience qui va devenir l'une des plus célèbres de l'histoire de la psychologie. Elle montre à des participants une vidéo d'un accident de voiture, 2 véhicules qui se percutent. Ensuite, elle pose une question simple, mais elle change un seul mot dans la question selon les groupes. À certains, elle demande à quelle vitesse roulaient les voitures quand elles se sont touchées. À d'autres, à quelle vitesse roulaient les voitures quand elles se sont percutées. Et à un troisième groupe, à quelle vitesse roulaient les voitures quand elles se sont écrasées l'une contre l'autre. C'est la même vidéo, le même accident, la même réalité. Mais les réponses sont radicalement différentes. Le groupe touché estime la vitesse à environ 50 km/h. Le groupe percuté monte à 60 km/h. Et le groupe écrasé dépasse les 65 km/h. Un seul mot dans une question suffit à modifier un souvenir. Mais Loftus ne s'arrête pas là. Une semaine plus tard, elle rappelle les participants et leur demande « Avez-vous vu du verre brisé sur la route ?» Il n'y avait pas de verre brisé dans la vidéo. Pas une seule vitre cassée. Et pourtant, dans le groupe écrasé, plus de 30% des participants affirment avoir vu du verre brisé. Du verre qui n'existait pas. Un détail fabriqué de toutes pièces par leur propre cerveau à cause d'un seul mot glissé dans une question posée une semaine plus tôt. On va prendre une seconde pour mesurer ce qui vient de se passer. Imaginez que vous assistez à un braquage dans une banque. Vous êtes derrière le comptoir, vous voyez le braqueur, son visage, ses vêtements, l'arme dans sa main. Quelques heures plus tard, un policier vous interroge.
Il vous demande « Avez-vous vu le couteau du braqueur ?» Sauf que le braqueur avait un pistolet, pas un couteau. Mais le simple fait que le policier ait dit « couteau » peut suffire à modifier votre souvenir. La prochaine fois qu'on vous demandera de témoigner, vous ne serez plus aussi sûr. Et peut-être même que vous direz « Oui, il avait un couteau ». Imaginez maintenant les milliers d'interrogatoires qui ont lieu chaque jour dans le monde. Les policiers qui, sans le vouloir, glissent des mots suggestifs dans leurs questions. Les avocats qui formulent une question d'une certaine manière plutôt qu'une autre. Les journalistes qui racontent une version des faits avant que le témoin ne soit interrogé. Chacune de ces interactions est une occasion de contaminer un souvenir. Et personne ne le fait exprès. C'est ça le plus inquiétant. C'est un résultat qui devrait glacer le sang de n'importe quel magistrat. Un seul mot peut fabriquer un souvenir visuel qui n'a jamais existé. Et le témoin est sincère, il ne ment pas. Il est convaincu d'avoir vu ce verre. Et c'est précisément ce qui rend le phénomène si dangereux. Parce qu'un menteur, on peut le démasquer. Mais quelqu'un qui dit la vérité telle qu'il s'en souvient, alors même que ce souvenir est faux, comment voulez-vous le détecter ? Mais pour comprendre pourquoi la mémoire fonctionne comme ça, il faut plonger dans le cerveau. Et là, les choses deviennent vraiment fascinantes. Quand vous vivez un événement, disons un dîner d'anniversaire, votre cerveau ne stocke pas cette scène dans un seul endroit. C'est pas un fichier qu'on enregistre sur un disque dur. C'est plutôt comme si le cerveau découpait l'événement en morceaux et les dispersait un peu partout. L'image du gâteau va dans le cortex visuel, à l'arrière du crâne. La voix de votre mère qui chante va dans le cortex auditif, sur le côté. L'odeur des bougies va dans le cortex olfactif, près de la base du cerveau. L'émotion que vous avez ressentie, la joie, la surprise, va dans l'amygdale. Et le lien qui relie tous ces fragments entre eux, la fiche qui dit « ces morceaux vont ensemble », c'est l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une petite structure en forme de cheval de mer enfouie profondément dans le lobe temporal. C'est le chef d'orchestre de la mémoire. Ce n'est pas lui qui stocke les souvenirs, c'est lui qui sait où se trouvent les pièces et dans quel ordre les assembler. Et chaque fois que vous vous rappelez quelque chose, l'hippocampe va chercher les fragments, les rassemble et reconstruit la scène. C'est un peu comme si vous appeliez un traiteur pour refaire exactement le même repas qu'il y a 10 ans. Il a les ingrédients, il connaît la recette en gros, mais il va quand même improviser sur certains détails. Un assaisonnement légèrement différent, une présentation qui n'est pas tout à fait la même. Le plat ressemble au souvenir du plat, mais ce n'est jamais exactement le même. Et c'est là que les choses se compliquent. Parce que chaque fois que vous reconstruisez un souvenir, vous le modifiez. L'acte même de ce souvenir altère le souvenir. C'est un phénomène que les neuroscientifiques appellent la reconsolidation. Quand un souvenir est réactivé, il redevient temporairement fragile, malléable, un peu comme une sculpture en argile qu'on ressortirait du four pour la retoucher. Pendant cette fenêtre de vulnérabilité, le souvenir peut absorber de nouvelles informations. Il peut fusionner avec d'autres souvenirs. Il peut intégrer des émotions que vous ressentez au moment présent. Et quand il est restocké, c'est cette version modifiée qui prend la place de l'original. L'ancienne version est écrasée, définitivement. C'est un peu comme si chaque fois que vous ouvriez un document Word pour le relire, le logiciel modifiait quelques mots au passage et sauvegardait par-dessus sans vous prévenir. Au bout de 10 ouvertures, le texte a changé. Et vous, vous êtes convaincu de lire l'original. Et c'est pour ça que les souvenirs les plus souvent racontés sont souvent les moins fiables. Plus vous racontez une anecdote, plus elle se déforme. Plus vous y pensez, plus elle s'éloigne de ce qui s'est réellement passé. Et c'est paradoxal, parce qu'on a l'impression que les souvenirs qu'on raconte souvent sont les plus vivaces, les plus précis. En réalité, c'est souvent l'inverse. Ce sont les plus remodelés, les plus polis par les répétitions. Comme un galet sur une plage. Plus les vagues le travaillent, plus il est lisse et joli. Mais plus il est lisse et joli, moins il ressemble à la roche originale. Et il y a un détail encore plus troublant. La confiance que vous avez dans un souvenir n'a presque rien à voir avec sa fiabilité.
Des études ont montré que la corrélation entre la certitude d'un témoin et l'exactitude de son témoignage est extrêmement faible. En clair, quelqu'un qui vous dit « j'en suis absolument certain, je l'ai vu de mes propres yeux » n'est pas plus fiable que quelqu'un qui hésite. C'est un peu comme la barre de chargement sur votre ordinateur. Parfois elle affiche 90% et le téléchargement plante. La barre vous donne un sentiment de progression, mais elle ne reflète pas la réalité du processus en cours. Eh bien, votre sentiment de certitude fonctionne de la même manière. C'est une information que votre cerveau vous fournit, mais elle est décorrélée de la vérité objective. Et c'est pour ça qu'un jury peut être convaincu par un témoin sûr de lui, alors même que ce témoin se trompe complètement. Maintenant, on pourrait se dire que c'est embêtant, mais pas si grave. Après tout, si mes souvenirs de vacances sont un peu déformés, quelle importance ? Eh bien, l'importance est colossale quand ces souvenirs décident de la vie ou de la mort d'un être humain. En 1984, aux États-Unis, un homme du nom de Kirk Bloodsworth est condamné à mort. La preuve principale ? Le témoignage de 5 témoins oculaires. 5 personnes qui l'ont formellement identifié comme le meurtrier d'une petite fille de 9 ans. 5 personnes sincères, convaincues, catégoriques. Kirk Bloodsworth passe 9 ans dans le couloir de la mort. 9 ans à attendre l'exécution pour un crime qu'il n'a pas commis. En 1993, les analyses ADN, une technologie qui n'existait pas au moment du procès, prouvent de manière irréfutable qu'il est innocent. 5 témoins se sont trompés. 5 mémoires ont fabriqué un souvenir qui n'existait pas. Et un homme innocent a failli mourir pour ça. Et Bloodsworth n'est pas un cas isolé. Aux États-Unis, l'Innocence Project, une organisation qui utilise l'ADN pour réexaminer des condamnations, a fait libérer plus de 375 personnes innocentes depuis 1992. Et dans près de 70% de ces cas, la cause principale de la condamnation injuste était un faux témoignage oculaire. Pas un mensonge, un faux souvenir. Mais Elisabeth Loftus voulait aller plus loin. Elle ne voulait pas seulement montrer qu'on pouvait déformer un souvenir existant. Elle voulait prouver qu'on pouvait implanter un souvenir entier, un événement qui n'a jamais eu lieu dans la mémoire de quelqu'un. Et en 1995, elle réalise une expérience devenue légendaire sous le nom de Lost in the Mall, perdu dans le centre commercial. Le protocole est d'une simplicité redoutable. Elle contacte des familles et leur demande de raconter 3 souvenirs d'enfance réels de l'un de leurs proches. Ensuite, Loftus ajoute un 4e souvenir, entièrement inventé. L'histoire d'un jour où, enfant, le participant se serait perdu dans un centre commercial, aurait pleuré, aurait été retrouvé par une personne âgée et ramené à ses parents. Rien de tout cela ne s'est jamais produit. Les familles le confirment. Et pourtant, quand on présente les 4 histoires aux participants en leur disant « Votre famille nous a raconté ses souvenirs », environ 25% d'entre eux acceptent le faux souvenir comme réel. Non seulement ils disent s'en souvenir, mais ils commencent à ajouter des détails. « Oui, je me rappelle, il y avait un vieux monsieur avec une chemise à carreaux. Je crois que je portais un pantalon bleu. » Des détails inventés qui enrichissent un souvenir qui n'a jamais existé. Le cerveau ne se contente pas d'accepter la suggestion, il brode dessus, il la rend vivante, il la fait sienne. Imaginez les implications. Imaginez un régime autoritaire qui maîtriserait ces techniques. Imaginez un système judiciaire qui pourrait, volontairement ou non, implanter des aveux dans la mémoire d'un suspect. On n'est plus dans la science-fiction. On est dans la psychologie expérimentale, dans des expériences reproduites et publiées dans des revues scientifiques avec comité de lecture. Et le plus vertigineux, c'est que la personne qui porte un faux souvenir ne peut pas le distinguer d'un vrai. Il n'y a pas de signal d'alarme interne, pas de petite lumière rouge qui clignote pour dire « Attention, ce souvenir est fabriqué ». Pour le cerveau, un faux souvenir bien implanté est indistinguable d'un vrai. C'est comme un billet contrefait parfait. Il a la bonne texture, la bonne couleur, le bon filigrane. Même la machine de la banque ne le détecte pas. Et ça nous amène à une question vertigineuse. Si on peut fabriquer un souvenir de crime, est-ce qu'on peut aussi effacer un souvenir réel ?
Eh bien, la réponse est oui. Et c'est peut-être la partie la plus fascinante et la plus troublante de toute cette histoire. En 2000, Karim Nader, un neuroscientifique de l'université McGill à Montréal, fait une découverte qui va bouleverser tout ce qu'on croyait savoir sur la mémoire. Il travaille sur des rats. Il leur apprend à avoir peur d'un son en l'associant à un petit choc électrique. Très vite, les rats gèlent de terreur dès qu'ils entendent le son, même sans le choc. C'est du conditionnement classique, du Pavlov standard. Jusque-là, rien de nouveau. Mais voici ce que Nader fait différemment. Il attend que le souvenir soit bien consolidé, plusieurs jours après l'apprentissage. Puis, il réactive le souvenir en jouant le son. Et immédiatement après, pendant cette fenêtre de reconsolidation où le souvenir est redevenu malléable, il injecte dans le cerveau des rats une substance qui bloque la synthèse des protéines nécessaires à la restockage du souvenir. Et le résultat est spectaculaire. Les rats ne gèlent plus. Le souvenir de la peur a été effacé. Pas atténué, pas masqué, effacé. Comme si l'expérience n'avait jamais eu lieu. C'est un peu comme si vous pouviez ouvrir le fichier d'un souvenir traumatisant dans le cerveau, le sélectionner et appuyer sur la touche « Supprimer ». Et ce n'est que le début. Parce que si on peut effacer un souvenir de peur chez un rat, la question suivante est inévitable. Est-ce qu'on pourrait un jour choisir quel souvenir garder et quel souvenir effacer chez un être humain ? Imaginez un soldat qui revient d'Afghanistan avec un syndrome de stress post-traumatique sévère. Il revit chaque nuit l'embuscade qui a tué ses camarades. Chaque bruit fort le replonge dans la scène. C'est comme si son cerveau repassait le même film en boucle, sans jamais pouvoir appuyer sur stop. Et maintenant, imaginez qu'un médecin puisse lui proposer de désactiver ce film. Pas de l'effacer complètement, il se souviendrait toujours qu'il était en Afghanistan, mais de couper le son et l'émotion. De transformer un cauchemar en simple fait biographique. C'est exactement ce que fait le propranolol dans les essais cliniques. C'est un médicament qu'on utilise depuis des décennies pour traiter l'hypertension. Un bêta-bloquant banal. Mais administré au bon moment, juste après la réactivation du souvenir traumatique, il interfère avec la reconsolidation. Le souvenir est restocké sans sa charge émotionnelle. Et les résultats sont stupéfiants. Des patients qui souffraient depuis des années voient leurs symptômes diminuer de manière spectaculaire en quelques séances seulement. Mais si c'est possible pour la douleur, est-ce que c'est possible pour l'amour ? Pourrait-on un jour prendre une pilule pour oublier une rupture ? Pour effacer le visage de quelqu'un qui nous a brisé le cœur ? C'est pas un scénario de film. C'est une question que les éthiciens se posent très sérieusement. Parce que la même technologie qui soigne peut aussi être détournée. Et la frontière entre thérapie et manipulation est plus mince qu'on ne le pense. Mais tout cela soulève des questions immenses. Parce que si la mémoire peut être modifiée, fabriquée, effacée, alors qu'est-ce qu'un souvenir exactement ? Est-ce que c'est un enregistrement de ce qui s'est passé ? Ou est-ce que c'est une histoire que le cerveau se raconte à lui-même ? Une narration constamment réécrite pour donner un sens au présent. La neuroscience penche de plus en plus vers la deuxième option. On sait maintenant que le même réseau neuronal qui gère les souvenirs du passé est aussi celui qui imagine le futur. Quand vous vous projetez dans l'avenir, quand vous imaginez ce que vous ferez demain ou dans 10 ans, c'est l'hippocampe qui fait le travail. C'est le même processus que se souvenir, assembler des fragments, construire une scène, remplir les blancs. Se souvenir et imaginer, c'est la même opération cognitive. La seule différence, c'est la direction. Le cerveau ne cherche pas à archiver le monde tel qu'il est. Il cherche à construire une version du monde qui soit utile, qui permette de prendre des décisions, d'anticiper les dangers, de maintenir une image cohérente de soi-même. C'est un peu comme un GPS qui ne cherche pas à vous montrer une carte parfaitement exacte, mais plutôt la carte la plus utile pour vous amener à destination. Si un raccourci n'existe pas encore sur la carte, mais que le GPS sait qu'il fonctionne, il va l'inventer. C'est pratique, mais c'est pas la réalité. Et il y a un phénomène qui illustre ça de manière spectaculaire, l'effet Mandela. En 2010, une blogueuse américaine nommée Fiona Broome découvre que des milliers de personnes partagent le même faux souvenir.
celui de la mort de Nelson Mandela en prison dans les années 1980. Sauf que Mandela n'est pas mort en prison. Il a été libéré en 1990, est devenu président de l'Afrique du Sud et n'est décédé qu'en 2013. Mais des gens se souviennent de reportages télévisés sur ses funérailles, des discours, des images de sa veuve en pleurs, des souvenirs détaillés, précis, partagés par des milliers de personnes, et qui sont entièrement faux. On retrouve l'effet Mandela un peu partout. Des gens jurent que le logo des fruits Fruit of the Loom a toujours eu une corne d'abondance. Il n'en a jamais eu. Des gens sont persuadés que Dark Vador dit « Luke, je suis ton père ». Il dit en réalité « Non, je suis ton père ». C'est un peu comme un jeu de téléphone géant. Quelqu'un raconte une version légèrement déformée d'un fait. La personne suivante la répète avec sa propre déformation. Et au bout de la chaîne, l'histoire originale a complètement muté. Sauf qu'ici, ce n'est pas une histoire qui se déforme. Ce sont des millions de cerveaux qui convergent vers le même faux souvenir. Et les réseaux sociaux amplifient ça de manière exponentielle. Un post viral sur un faux souvenir peut contaminer des dizaines de milliers de personnes en quelques heures. Ces faux souvenirs collectifs sont fascinants parce qu'ils montrent que la mémoire n'est pas seulement individuelle, elle est aussi sociale. On construit nos souvenirs en interaction avec les autres. On se confirme mutuellement des choses qui ne se sont jamais produites. Et plus on en parle, plus le faux souvenir se solidifie. Et il y a une dernière chose qui mérite d'être dite. Ce qui me fascine dans tout ça, c'est ce que ça dit de nous. On passe notre vie à construire une identité sur la base de nos souvenirs. Je suis la personne qui a vécu telle chose, qui a ressenti telle émotion, qui a fait tel choix. Nos souvenirs sont le socle de notre identité. Et si ce socle est mouvant, malléable, partiellement inventé, alors qu'est-ce que ça dit de qui on est ? Est-ce que l'on est vraiment la somme de nos souvenirs, si ces souvenirs ne sont même pas fiables ? C'est une question que la philosophie se posait déjà. John Locke, au XVIIe siècle, définissait l'identité personnelle par la continuité de la mémoire. Vous êtes la même personne qu'hier parce que vous vous souvenez d'avoir été cette personne hier. Mais si le souvenir d'hier a été modifié aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le même vous ? C'est un peu comme le paradoxe du bateau de Thésée. Si vous remplacez une planche du bateau, c'est toujours le même bateau. 2 planches, c'est toujours le même. Mais si vous remplacez toutes les planches une par une, est-ce que c'est encore le même bateau ? Eh bien, vos souvenirs fonctionnent exactement comme ça. Chaque rappel remplace une planche. Et au bout de 20 ans, il est possible que le bateau de vos souvenirs ne contienne plus une seule planche originale. Quelque part, c'est une leçon d'humilité vertigineuse. On croit être les auteurs de notre propre histoire. On croit que nos souvenirs sont des faits, des preuves solides de ce que nous avons vécu. Mais en réalité, nous sommes peut-être plus proches de romanciers que d'historiens. Nous ne racontons pas ce qui s'est passé. Nous racontons une version de ce qui s'est passé. Une version qui change un peu à chaque fois qu'on la raconte. Et peut-être que c'est pas si grave. Peut-être que la vraie fonction de la mémoire n'est pas de préserver le passé, mais de nous aider à naviguer dans le présent et à préparer l'avenir. Peut-être que la mémoire est moins un musée qu'un atelier, un endroit où on ne conserve pas des reliques, mais où on fabrique des outils. Et la question qui reste, la question à laquelle personne ne peut vraiment répondre, c'est celle-ci. Si tout ce que vous croyez vous souvenir est une reconstruction, si vos souvenirs les plus intimes sont des histoires que votre cerveau réécrit en permanence, alors qui êtes-vous vraiment quand vous fermez les yeux et que vous essayez de vous rappeler ?